silencieuse, il y a une petite partie du livre à lire ensemble à voix haute. Pourriez-vous commencer la lecture en français et on va lire en coréen? Une chose est claire, Madag n'a pas manqué de temps, comme il le dit dans la lettre qu'il envoie vers son futur. Il ne s'est simplement jamais relevé du labyrinthe de l'inhumain. Il n'aurait sans doute jamais dû tenter de le faire. Il n'avait peut-être qu'une seule œuvre en lui, une seule et grande œuvre. Il se peut qu'au fond, chaque écrivain ne porte qu'un seul livre essentiel, une œuvre fondamentale à écrire entre deux vides. Cette nuit, tout m'est apparu dans une calme évidence. Il n'y avait qu'une chose à faire pour le labyrinthe de l'inhumain, pour Madag et pour le manuscrit qu'il a laissé. 한 가지는 분명하다. 자신의 미래를 향해 쓴 편지에서 마다그가 한 말과 달리 시간이 부족하지는 않았다. 단지 그는 비인간적인 것의 미로를 믿고 일어서지 못했다. 시도해보지도 않았을 것이다. 아마도 그의 마음속에는 오로지 한 작품, 단 하나의 위대한 작품뿐이었을 것이다. 사실 모든 작가는 자기 안에 단 한 권의 절대적인 책을 품는다. 두 허공 사이에 놓인 써야만 하는 근본적인 책 말이다. 그날 밤 고요 속에서 모든 게 분명해졌다. 비인간적인 것의 미로를 위해, 마다그를 위해, 그가 남긴 원고를 위해 해야 할 일은 단 하나였다. En fait, en lisant ce paragraphe, on en avait beaucoup de curiosité. En un mot, la question c'est, pensez-vous vraiment qu'un écrivain ne peut avoir qu'un seul livre essentiel? Non, c'est une question qui est très difficile parce que, évidemment, ça ne se vérifie pas dans tous les cas, bien sûr. On trouve chez les grands écrivains des chefs-d'œuvre absolus qui peuvent se multiplier, bien sûr, qui sont des livres essentiels, évidemment. Je ne choisirai qu'un seul d'entre eux comme exemple. Je vais en prendre deux d'ailleurs. Mais si on prend, que ce soit chez quelqu'un comme Dostoïevski par exemple, tous ses grands romans sont des romans essentiels. Bon, il en a écrit au moins 5. Et il n'y en a pas un que vous pourriez retirer en disant voilà le livre essentiel. Vous prenez l'œuvre de quelqu'un comme, Virginia Woolf, c'est à peu près la même chose. Voilà. Mais ce que je pense aussi, c'est que de façon très intime et très personnelle pour l'écrivain, sans nécessairement donc qu'il ait à le dire ou à le verbaliser ou à le dire publiquement, je crois que secrètement, mais ça c'est vraiment une intuition, une hypothèse, c'est pas une vérité générale. Je pense qu'il y a toujours une œuvre qui exige un peu plus de vous, à laquelle vous confiez des enjeux personnels qui sont peut-être plus forts. Ça ne veut pas dire que c'est votre meilleur livre, ça ne veut pas dire que c'est votre livre le plus connu, ça ne veut pas dire que c'est le livre qui restera, mais ça veut simplement dire que c'est le livre qui a peut-être demandé le plus de vous et qui vous a obsédé le plus longuement, le plus profondément, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à vous. Et ça, je pense que c'est la signification dernière du livre essentiel. Si on met de côté les auteurs qui n'ont écrit qu'un seul livre dans leur vie, puisqu'il y en a. Voilà. Donc, pour vous, vous en avez déjà un ou... Pour moi Oui. C'est le prochain. C'est toujours le prochain. Toujours. Merci. En fait, par rapport à cette idée de livre essentiel et par rapport au texte, on avait la curiosité par rapport à cette idée et la pensée de Diegan en fait. Ici, selon vous, après avoir lu le carnet d'Eliman, la rente de l'Eliman reste encore le livre essentiel pour Diegan? Oui, pour Diegan, c'est ça. Pour Diegan, le labyrinthe de l'inhumain reste le livre essentiel. Mais c'est très personnel, c'est-à-dire il faut vraiment se mettre dans la perspective de Diegan qui a vécu avec ce livre pendant toutes ces années et qui a quasiment un peu idéalisé ce livre.
en sorte qu'on ne sait pas vraiment ce que le carnet de Liman contient, mais Djegan considère que ce carnet vient presque ruiner tout ce que le labyrinthe de l'inhumain a construit, mais a construit en lui. C'est pour ça que c'est aussi une sorte d'interrogation sur la manière dont nous lisons les livres, dont nous tombons amoureux des livres, dont nous pensons que les livres deviennent comme ça des sortes de cathédrales, que nous idéalisons très fortement et que rien ne peut remettre en question. Mais ça, c'est aussi l'égoïsme des lecteurs, hein, qui veut ça. Et c'est tout à fait naturel d'être tellement amoureux d'un livre qu'on se dit que tout ce qui viendrait un tout petit peu le relativiser à sa suite, qui viendrait le remettre un peu en question, n'a pas de réelle valeur. Donc pour Djegan, il est clair que le livre essentiel, absolu, c'est le labyrinthe de l'inhumain. Oui, aussi de plus, par curiosité, si Djegan commence à continuer son travail en tant qu'écrivain, est-ce que cette idée de livre essentiel pour changer pour son propre œuvre, pour sa propre œuvre? Oui, ça pourrait. En fait, je crois que la question du livre essentiel est plutôt une idée qu'il faut avoir quand on est un écrivain comme une sorte d'horizon. C'est pour ça que en plaisantant, je disais que pour moi, c'était le prochain. Mais en fait, ce n'est pas une simple plaisanterie. Je crois qu'il faut toujours aussi écrire avec l'idéal, d'écrire un livre non pas absolu ou parfait, mais un livre qui pour nous signifie, dans lequel on met tout de nous. Ce qui fait que l'idéal serait que chaque livre soit pour nous le livre essentiel. Parfois on y arrive, certains y arrivent, et d'autres fois non. Mais l'idéal, l'important est de toujours le postuler, de dire qu'il est devant nous et qu'il nous appelle comme un rêve à atteindre. Donc pour Djegan, ça pourrait être une idée pour guider sa carrière d'écrivain. Dans ce livre, il y a beaucoup de phrases philosophiques. Y a-t-il des écrivains ou des philosophes qui vous ont inspiré beaucoup? Ça, c'est la question que je redoute le plus au monde, parce que, pour la simple raison que il n'y a pas même quelques écrivains. En fait, ma conception, ce que je tente de faire dans l'écriture, et dans ce livre en particulier, c'est de toujours donner l'idée de la bibliothèque qu'il y a derrière chaque livre. Et quand je dis bibliothèque, ça veut dire que je ne peux pas la réduire à 2 ou 3 noms ou 4 noms. Je pourrais ici citer des noms, il y en a énormément, mais lorsqu'on cite, on se condamne fatalement à se tromper, à oublier des gens. Et vous connaissez les écrivains, ils sont très jaloux. Lorsque vous les oubliez, s'ils sont morts, ils viennent vous hanter la nuit. S'ils ne sont pas morts, ils vous écrivent sur WhatsApp pour vous dire « vous m'avez oublié ». Et ça, je ne suis pas prêt à m'exposer à la colère et à la jalousie des écrivains. Donc je n'en cite pas. Mais je dirais que dans ma bibliothèque personnelle, il y a les contes de ma grand-mère qui vont côtoyer Dostoïevski que j'ai déjà cité, ou Virginia Woolf, ou Borges, ou Bolaño, ou Robert Musil, des écrivains que j'ai déjà cités ici. Mais il y en a beaucoup d'autres, et tout mon travail, tout ce que je tente de faire, je cite Balzac parce que sinon l'ambassade de France ne me pardonnerait pas de ne pas citer un écrivain français. Et je me dis vraiment que dans ce qu'on écrit, il faut donner aussi une idée de la bibliothèque qu'il y a derrière. Pas pour faire une sorte d'étalage de sa culture, ou pour dire « regardez ma bibliothèque », mais parce que la littérature est d'abord une affaire de bibliothèque qui se transmettent, où les auteurs dialoguent entre eux, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur culture, leur langue, etc., etc. On pourrait même revenir à la question de la définition de la littérature. Toute simple, physique, vérifiable, la littérature, c'est la bibliothèque. Oui, merci.
Si j'ai bien compris, je pense que pour construire une bibliothèque, il faudrait d'abord des idées ou des livres. Et en fait, je trouve que c'est cette idée qu'on a découvert en lisant votre texte. Donc la question c'est, selon vous, pour parler d'universalité, il faudrait partir donc des individus. Oui, la question de l'universalité est toujours une question, à mon avis, de rencontre. Et les rencontres partent des individus. Ou, pour ouvrir un peu plus globalement, partent toujours des particularités, qu'elles soient culturelles ou autres. Je ne pense pas qu'un individu ou une culture donnée soit universelle par décret divin. Pour se rendre compte de l'universalité de quelque chose, il faut toujours qu'il y ait une rencontre. Qu'on se confronte à quelqu'un d'autre qui est différent de nous et qu'on se rende compte que là, il y a quelque chose d'universel qui se crée. Mais ça n'a aucun sens à partir de soi de se décréter universel. Ou alors, il faut admettre que tout le monde puisse se décréter universel. C'est que ce n'est possible que dans ce sens-là. Mais le reste du temps, enfin, même pas le reste du temps, je pense que tout le temps, ce qui est universel surgit toujours quand il y a des rencontres. Et je pourrais même formuler un théorème très étrange, c'est que plus la distance est grande, plus l'universalité est possible. Parce qu'on se rencontre en partant de points extrêmement éloignés et que ce qui va nous réunir sont des choses qu'on a en partage, qui sont l'universel. Et lorsque c'est appliqué à la littérature, pour moi, ça part d'abord de la diversité de ce qu'on a dans sa bibliothèque. Dans une bibliothèque, je crois qu'il faut qu'on puisse voir des dialogues, ou que des dialogues se créent. Des dialogues qui sont parfois tout à fait aléatoires. Mais ce qui est bien avec une bibliothèque, c'est que quand on l'arrange, que ce soit par ordre alphabétique ou qu'on mélange par couleur ou autre, il y a toujours un moment où il y a des télescopages entre des auteurs qui sont tout à fait inattendus, mais qui créent quelque chose que je pense être l'universel même. Ce qui me semble en tout cas certain, c'est qu'en littérature, l'universalité part évidemment du local, du spécifique, mais qu'elle ne s'accomplit vraiment, ne se réalise vraiment, ne s'actualise vraiment que quand un livre donné crée une généalogie avec un autre livre qui vient de très très loin, qui vient d'une autre langue, ou qui vient même d'un patrimoine oral, donc qui n'est pas écrit. C'est pour cela que, par exemple, moi, je mettais sur le même plan les contes de mon enfance avec Bolagno ou un autre. Il y a eu plusieurs gens qui ont réfléchi à ces questions. On parlait tout à l'heure de Goethe, je pense que je parle encore sous le contrôle de monsieur le vice-doyen de la faculté. Le concept de Weltliteratur a été créé au XIXe siècle par Goethe, 1827, et c'est à peu près ce qu'il disait. Il fallait vraiment aller voir dans les littératures des autres pays pour les confronter à la littérature occidentale ou européenne, pour voir vraiment ce qu'on appelle l'universalité de la littérature. Mais ce n'est pas simplement un déplacement dans l'espace, il faut aussi se déplacer dans le temps et se déplacer dans le genre. Ce qui veut dire donc prendre aussi en compte des littératures dont le patrimoine n'est pas écrit. Et c'est ça qui fait l'universalité d'une bibliothèque. Et c'est la responsabilité de chacun. Je termine par là. Chacun de nous, dans sa bibliothèque, je pense, doit interroger l'universalité de sa bibliothèque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dans sa bibliothèque? Lorsqu'on regarde sa bibliothèque, lorsqu'on regarde une rangée, on doit pouvoir avoir une idée du monde. Et celle-là, c'est à nous de la construire. C'est vraiment une question de volonté personnelle. Oui, à ce point de vue, c'était vraiment intéressant, je vous remercie. À ce point de vue, je pense que c'est aussi une bibliothèque, parce qu'ici, on rencontre, il y a beaucoup de diversité des générations et des idées, etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Absolument. Je crois que la bibliothèque est une idée très vivante. Ce n'est pas qu'un meuble qui est dans notre chambre. En fait, la bibliothèque, c'est nous.
Ce que je veux dire par là, c'est toujours le moment où on se rencontre et qu'on est en train de parler qu'il y a une bibliothèque qui est en construction. Parce que chacun de nous arrive avec ses lectures. Chacun de nous arrive avec des choses qu'il aime, des livres qu'il a aimés, d'autres qu'il n'a pas encore lus, d'autres qu'il aime les lire, d'autres qu'il déteste. Et tout ça forme une sorte de bibliothèque quand on se met à en parler. Et je crois que c'est une idée très active, très performative. On n'est pas simplement en train de parler de la bibliothèque là, mais on est en train quasiment aussi de la reconfigurer, de la dessiner. Et c'est une idée qui me semble importante à souligner. De la même manière que dans un livre, quand on est un auteur en tout cas, il faut tenter aussi de donner une idée de sa propre bibliothèque. En un sens, dans le roman, tout ce que le livre qu'Eliman écrit, Le labyrinthe de l'inhumain, part de là. Il essaie d'écrire un livre qui est la somme de la bibliothèque mondiale. De façon très concrète, en prenant des phrases de livres qui existent depuis des millénaires, pour en faire un livre qui est son livre personnel. Donc c'est son livre, mais à travers son livre, on voit aussi une idée, son idée de la bibliothèque. Oui, merci. Je crois qu'il est le moment pour poser la dernière question, je pense. Y a-t-il un passage de votre roman que vous aimeriez partager avec nous ce matin, s'il vous plaît? Ça dépend, parce qu'il y a des passages que j'aime beaucoup lire, mais pas avant 22h. Et puis, il y a d'autres passages que je peux tout à fait lire ici, qui sont respectables. Donc, je vous laisse choisir, et puis, voilà. Ah, oui. Si vous relisez votre livre, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous en découvrez en tant que lecteur de votre livre? Alors, la question de la relecture de son propre livre est toujours... Moi, en tout cas, ça m'est impossible. Je ne relis jamais mes livres. Parce que si je me risque à le faire, ça peut très vite tourner à une sorte de psychanalyse très désagréable pour vous. Et ce n'est pas ce que je veux. Et surtout, c'est naturel. Mais ça, c'est naturel, et ça ne m'est pas propre. Lorsque vous relisez votre livre, ce qui vous saute aux yeux, ce sont vos remords. En fait, c'est ce que vous auriez aimé écrire autrement, mieux, plus précisément, moins ceci, moins cela, ou plus ceci, plus cela. Cela dépend. Ça sont vraiment des questions de scrupules personnels. Mais oui, c'est pour ça que je ne les relis jamais, sauf pour des extraits, des courts extraits. Mais en entier, je ne le fais jamais. Mais j'espère en tout cas que le jour où je le relirai, j'aurai tout de même l'impression d'avoir approché quelque chose qui m'a animé au départ. Mais pour l'instant, je n'en ai pas d'idée très précise parce que j'évite de le faire, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez quelques mots à ajouter avant de finir cette séance? Je voudrais vous remercier, toutes les deux, pour votre travail, pour vos questions que j'ai trouvées très belles et très intéressantes pour moi. Je voudrais remercier le public qui était là. J'espère que l'entretien a été intéressant pour vous aussi. Et je voudrais aussi vous remercier, vous, pour votre traduction. Voilà. Merci à vous, Kamsamida. 은부가르 사르 씨의 문학처럼 아름답게 상징적으로 그리고 정확하게 말하는 경우는 정말 드물다고 생각합니다.